BFM Business, l'émission qui donne envie d'entreprendre, l'entreprise BFM avec les éco-entrepreneurs. Philippe Bloch et Arnaud Le Gall. Deuxième partie de l'émission, vous le savez, désormais consacrée à la façon dont le private equity français accompagne la croissance des entreprises françaises. Et avant, bien sûr, de recevoir deux couples entrepreneurs investisseurs, tout de suite, les news de la semaine. BFM Business, l'entreprise BFM. Entreprise et capital. Et les news, c'est avec vous, Elisabeth Hu. Bonjour, comme chaque semaine. Bonjour Philippe. Alors, première entreprise qu'on a repérée, on commence par le marketing prédictif. Avec Advalo, qui vient de lever 5 millions d'euros pour déployer sa solution d'offres individualisées. L'idée, c'est que lorsque vous êtes noyé par des mails de pub, vous ne les lisez même plus, donc ils ne servent à rien. Là, les algorithmes d'Advalo permettent de communiquer avec ses clients ou ses prospects au meilleur moment et leur proposer des offres vraiment adaptées à leurs attentes. Alors, ça paraît super intéressant quand on sait qu'on en a marre des mails, mais comment ça marche ? Eh bien, la plateforme d'Advalo fonctionne par abonnement. Les marques reçoivent les données décryptées par Advalo et se chargent ensuite de contacter les prospects identifiés comme prêts à passer à l'achat. Pour l'instant, Advalo compte déjà une trentaine de clients dans l'automobile et le prêt-à-porter essentiellement et prévoit d'étendre ses services au voyage et à l'habitat. Alors, deuxième plateforme également dans l'actualité, c'est Insideboard qui lève quant à elle 5 millions de dollars. Insideboard, c'est une plateforme de conduite de changement qui fonctionne en mode SaaS, Software as a Service, c'est-à-dire un logiciel à distance qu'on n'a pas besoin d'installer, qu'on n'a pas besoin de stocker sur ses ordinateurs. Alors, qu'est-ce que la conduite de changement ? Eh bien, ce sont des projets de transformation d'entreprise, celles qui veulent se réinventer pour garder leur compétitivité sur leur marché. Il faut savoir que 3 projets de ce type sur 4 échouent par manque d'accompagnement des collaborateurs dans la durée. Et justement, cette solution, ça sert aussi à motiver les troupes. Oui, le système recommande aux collaborateurs la bonne action, le bon contenu au bon moment. Ça lui permet de devenir vraiment acteur de la transformation de son entreprise. Insideboard permet aussi de créer de l'émulation grâce à des jeux, des challenges, la mise en avant de la performance des équipes. La start-up créée en 2014 double son chiffre d'affaires tous les ans et prévoit maintenant de doubler ses effectifs d'ici un an. Et alors toujours plus fort, 8 millions cette fois-ci, chaque semaine. Ça augmente avec Stratum cette semaine. La start-up dédiée aux applications de la blockchain avait récolté 7 millions d'euros. C'était en juin dernier pour son premier tour de table. Un montant qui a été revu à la hausse avec l'entrée du fonds BNP Paribas Cardiff qui vient d'apporter 1 million de plus, donc 8 millions au total. Une des plus importantes levées dans ce secteur en Europe. Ça veut dire que la blockchain séduit de plus en plus ? Oui, en gros, Stratum, c'est une plateforme qui permet de créer tout type d'applications basées sur la blockchain avec une protection des données et une réduction des coûts opérationnels. Avec ces fonds, Stratum prévoit de s'étendre à l'étranger, notamment aux États-Unis, et souhaite renforcer sa présence dans les milieux de l'assurance, les marchés financiers et les monnaies virtuelles. Elle a notamment noué un partenariat avec le Nasdaq pour améliorer sa R&D dans le domaine financier. Merci Elisabeth Hu. Prochaines infos la semaine prochaine et tout de suite un premier couple entrepreneur-investisseur. BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. Et ce premier couple, Arnaud, cette semaine, c'est Franck Bodino, le président fondateur de H4D. Vous allez voir, il est dans la médecine et accompagné de son investisseur Valérie Huot, qui est le Head of Innovation chez LBO France. Alors notre binôme, vous l'évoquiez Philippe, il est constitué côté entrepreneur du dirigeant fondateur d'une entreprise qui est spécialisée dans les solutions innovantes de télémédecine. Je crois que c'est votre cœur de métier, votre pôle d'excellence. Vous savez Philippe à quel point la e-santé est un univers en transformation et où des opportunités d'envergure internationale sont aujourd'hui à saisir. Et c'est justement cette expansion au long cours qui est le sujet stratégique du moment pour Franck Bodino et ses équipes. Et son investisseur, il connaît un petit peu ces problématiques, puisqu'il est le patron du Capital Innovation dans une maison qui, bien que de création somme toute assez récente, gère la bagatelle de 3,6 milliards d'euros, je parle sous votre contrôle. Absolument. Et pour laquelle la santé digitale est vraiment une priorité d'investissement, je crois. Et on va donc pouvoir voir en détail comment cette rencontre s'est faite et puis comment l'alliance fonctionne. Absolument, on commence avec Franck Bodino, c'est notre tradition, toujours avec les entrepreneurs. Bonjour Franck. Bonjour. Et bonjour bien sûr aussi Valérie Huot. Bonjour. À quoi ça sert HKD ? Parce que ce qui vous intéresse, c'est la santé dans les territoires reculés. Il y a des opportunités que vous avez décelées qui semblent assez phénoménales, y compris d'ailleurs sur des marchés notamment nord-américains. Tout à fait. Alors avant toute chose, moi je suis médecin. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir offrir à toute personne qui en a besoin, pas uniquement dans des territoires isolés, ou alors il faut définir exactement ce que c'est. Oui. Ce qu'il peut y avoir dans Paris, bien sûr, des endroits où les gens ont besoin, en Ile-de-France, où les gens ont besoin d'accéder à un médecin. Et moi ce qui m'intéressait en tant que médecin, c'était de pouvoir offrir un service complet de
de médecine à distance. Et donc, j'ai inventé les premiers cabinets médicaux connectés. Alors, racontez-nous. Ils sont des petites cabines de télémédecine complètement équipées et qui permettent avant toute chose à un médecin à distance, d'accord, de réaliser un acte comme s'il était dans son cabinet médical. Donc moi, patient, je vais dans cette cabine ? Vous, patient, vous allez dans cette cabine, vous prenez rendez-vous en amont, d'accord ? En ligne, j'imagine, tout se fait de manière... Alors, ça se fait en ligne, ça peut se faire aussi par téléphone. Vous Oui. rentrez dans la cabine, vous mettez votre carte vitale, et là, vous rentrez en visioconférence avec un médecin, en l'occurrence généraliste ou spécialiste, qui, comme dans son cabinet, va vous demander pourquoi est-ce que vous êtes là, va vous interroger sur vos antécédents personnels, familiaux, etc. Et après, il va commencer son examen clinique avec vous. Si, par exemple, vous avez mal à la gorge, si vous toussez, il va disposer, par exemple, d'un stéthoscope pour écouter vos poumons à distance. Le stéthoscope sera dans la cabine ? Alors en fait, c'est entièrement guidé par le médecin qui va vous dire sur votre droite, l'instrument numéro 6, prenez-le, vous allez le positionner à ce niveau-là et il va écouter à distance vos poumons, votre cœur, il va regarder votre tympan, votre gorge, prendre votre tension artérielle, tout ce dont il a besoin pour pouvoir faire une vraie consultation médicale à distance. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, ce service, en effet, rencontre donc un succès en France, mais aussi à l'international. Démarré quand ? Alors, la société a été créée en 2008. En fait, il a fallu plus de 6 ans pour mettre au point ce dispositif qui est de la même qualité que ce que l'on a à l'hôpital. Et ça, on est les seuls au monde à proposer ce niveau de qualité. Mais qu'est-ce que cela veut dire derrière ? Ça veut dire que les mesures sont justes et ça veut dire que le médecin est assuré dans le cadre de sa pratique. Avant que Valerio nous explique comment s'est fait votre rencontre et comment il a eu et pourquoi il a envie de vous accompagner, qu'est-ce qui se passe après et qu'est-ce qui explique que ce marché semble avoir un très grand avenir ? Parce qu'une fois que j'ai fait cet examen, qu'est-ce qui se passe ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le médecin va pouvoir vous faire une prescription et donc l'ordonnance, vous la recevez directement dans la cabine, d'accord ? Et aussi, le lien est fait directement aussi avec votre médecin traitant, qui est toujours dans la boucle, évidemment, de prise en charge. Donc, c'est un gain de temps énorme. En fait, plutôt que les gens aillent au cabinet médical dans certains endroits, on amène le cabinet médical à eux, d'accord ? Et le médecin, en utilisant ce dispositif médical, va pouvoir réaliser jusqu'à 90% de ce qu'il fait de manière classique dans son cabinet. Question très brève, réponse très brève. Où sont ces cabines et qui sont les médecins qui sont ceux qui donnent ces consultations ? Alors les cabines aujourd'hui sont essentiellement installées pour des raisons, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, de modalités économiques dans des entreprises à destination des employés. D'accord. Des entreprises donc qui peuvent bénéficier d'un accès à un médecin généraliste ou parfois spécialiste dans la demi-heure ou dans l'heure au plus. Et les médecins ? Les médecins sont des médecins français, d'accord, qui sont sur des plateaux de médecins ou qui sont dans leurs cabinets médicaux, que l'on équipe, que l'on forme. D'accord, la formation. Qui font ça en plus de leur activité Qui font ça classique. en plus de leur activité. Donc, on recrée du temps médical. Aujourd'hui, le problème avec les médecins généralistes... C'est un problème de santé publique. Bien sûr, c'est un vrai problème de santé publique. Aujourd'hui, les médecins généralistes sont sursaturés. Il y a plusieurs jours d'attente pour avoir accès chez votre médecin. Nous, on fait toujours le lien avec votre médecin, mais quand celui-ci ne peut pas vous recevoir, eh bien, il y a des médecins généralistes qui ont d'autres activités, qui sont prêts à consacrer du temps à la pratique de la télémédecine, qui travaillent soit sur nos plateaux médicaux, soit directement depuis leur cabinet médical. Alors Valerio, vous êtes au sein de votre fonds, la LBO France, spécialisé depuis quelques années dans la santé numérique, justement. Ça fait 4 ans, je crois, que vous avez choisi cette option aussi dans tout ce que vous faites. Absolument. Vous aviez repéré comment cette option ? Elle était dans votre radar ? Comment s'est fait la rencontre ? Alors, peut-être juste en 2 mots, LBO France est un grand groupe de private equity qui est actif dans LBO, l'immobilier, la dette, et depuis peu de temps, effectivement, depuis 1 an, dans la partie capital innovation. Non, c'est une histoire récente. C'est une histoire récente, mais alors, depuis 1 an dans le capital innovation, et ça s'est fait par la fusion d'une société de gestion qui s'appelait Innovation Capital, que je gérais et qui, elle, existe depuis 20 ans également. Donc, c'est du vieux et du nouveau. D'accord. Et nous, effectivement, on est spécialisé dans la partie capital innovation, dans la santé numérique. Vous avez parlé de la e-santé, la santé digitale. Ce sont donc des sociétés qui investissent à la fois dans les technologies, mais touchant les problématiques du médical, dont la téléconsultation, dont H4D, effectivement, est un bel exemple. Alors, comment on s'est rencontrés ? On est quand même très spécialisé dans ce domaine-là. Il n'y en a pas beaucoup, j'imagine. Elle se repère vite, non ? Alors, il n'y a pas beaucoup de fonds qui font ça, d'ailleurs. Qui sont très spécialisés dans la santé numérique. Il y a quand même beaucoup de sociétés en France qui, à la fois, maîtrisent des technologies, du soft, du hardware, mais qui également connaissent bien le domaine de la santé. Et pour ce domaine, justement, de la santé numérique, il faut bien comprendre les 2 domaines. Donc, il faut des représentants du monde de la tech, mais également des médecins. Et on a des médecins à bord. Dans vos équipes, d'accord. Et donc, on avait rencontré Franck et ses équipes quelques temps avant l'investissement. On avait pas mal réfléchi, pris le temps, et puis à un moment donné, on s'est dit, voilà, c'était le bon moment d'inflexion pour investir. Et pourquoi eux ? Alors, pourquoi eux ? Première chose,
Franck est médecin et la société a été créée par un médecin. Et on n'est pas en train de parler de tech, on est en train de parler d'un acte médical. Et il faut justement que toute cette technologie qui a été développée dans d'autres domaines, dans les télécoms ou dans d'autres indications, soit mise à vocation de l'acte médical. D'autant plus quand on parle de médecine générale, le facteur de confiance est déterminant, je crois. Il faut que le patient sorte de là avec le sentiment qu'il a été traité, qu'il a été compris et qu'il va y revenir. Donc la qualité du service, puisque HKD est réellement un opérateur de service médical, soit excellente. Comment ça se passe en termes de coût? Parce qu'il y a quand même un coût à ces machines qui s'ajoute finalement à la visite classique d'un médecin. Qui finance finalement le coût de cette machine par rapport à l'acte médical? Alors, aujourd'hui, notre modèle, c'est un modèle d'abonnement à un service qui est proposé à partir de 3 000 euros par mois aux entreprises, mais aussi aux collectivités locales, territoriales, à toute personne, enfin, ou toute institution ou entreprise qui souhaite s'équiper. Et en effet, après, évidemment, il y a aussi le remboursement de l'acte de télémédecine, voilà, qui intervient. On parlait d'expansion, notamment internationale. Je crois que les Américains s'intéressent à vous. En tout cas, vous vous intéressez aux Américains et au marché américain. Oui, tout à fait. Ça, c'était une excellente nouvelle, extrêmement récente. Parce qu'il s'est passé quelque chose récemment, justement. Expliquez-nous. Oui. Bien, écoutez... on intéresse les institutions américaines au plus haut niveau, d'accord, pour répondre à différentes problématiques d'accès aux soins. Ils n'ont pas ça? Ces cabines n'existent pas aux États-Unis? Vous êtes une invention française? Alors, c'est une invention française. Il y a des choses qui peuvent s'en rapprocher, mais on est les seuls aujourd'hui à être agréés en Europe et aux États-Unis, notamment par la FDA. Ce n'est pas facile, ce qui a pris beaucoup de temps. Et il faut bien voir que derrière la cabine, il y a toute une partie software qui a aussi été agréée et certifiée. Et nous sommes les seuls aujourd'hui à proposer une solution de bout en bout de la chaîne, c'est-à-dire qu'on a la partie technologique et comme le disait Valérie, on porte une attention particulière aux médecins qui sont formés et reformés en permanence à la pratique de la télémédecine, donc on a une solution clé en main de bout en bout de la chaîne. Et le troisième pilier, permettez-moi de l'ajouter, c'est qu'on s'intègre dans l'écosystème local. On travaille toujours aussi avec les médecins locaux, ce qui est fondamental et ce qui fait qu'on a une solution unique aujourd'hui. Valérie, on tient une licorne là ou pas? J'espère bien, d'autant plus que vous oubliez que le parce qu'en vous entendant, la médecine, l'e-santé, une vraie innovation de rupture sur un marché mondial. Et la crédibilité internationale. Oui. Mais absolument. Et le point le plus important, c'est que le besoin existe au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, en Europe naturellement, mais également en Asie de la même manière. Donc oui, j'espère qu'on a un potentiel. Vous êtes mariés pour quelque temps alors tous les deux? En tout cas, pour le long terme, oui. Nous, on investit sur des sociétés qui ont un vrai potentiel. Et donc, on verra combien de temps ça dure. Mais en tout cas, c'est sur le long terme. Et une dernière question. C'est rare un médecin entrepreneur? Qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce qui vous passait par la tête en 10 secondes? Il commence à y en avoir un certain nombre. Il y a tellement besoin de disruption dans cet univers qu'on commence à en voir quelques-uns. En 10 secondes. Tout à fait. Alors, me concernant, en fait, c'est le hasard un petit peu. J'aime bien inventer des choses. Je préfère encore les mettre en œuvre et qu'elles soient utiles. Donc, vous êtes un entrepreneur. Merci beaucoup, Franck Bodino. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de H4D. Et Valérie Huot, je rappelle que vous êtes en charge de l'innovation chez LBO France. Merci. Tout de suite, un deuxième couple entrepreneur-investisseur. BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. Deuxième couple entrepreneur-investisseur, eh bien, Monsieur Kiloutou, le président du directoire, Xavier Dubois, qui est accompagné de Nicolas Holzmann, son investisseur, qui est partenaire quant à lui chez PAI Partners. Et bien sûr, Arnaud, c'est vous qui nous racontez qui est qui. Vous avez déjà commencé à donner quelques indications sur l'entrepreneur qui compose ce binôme, un homme discret mais qui est à la tête d'une des enseignes quand même les plus célèbres de France. Est-il besoin en effet de présenter Kiloutou, une marque incontournable dans le domaine de la location de matériel, en particulier aux professionnels. Une success story qui a débuté en 1980 et qui représente aujourd'hui un groupe qui va tangenter, je crois, les 600 millions d'euros cette année et emploie 4500 personnes. Son investisseur, lui, eh bien, il représente un des leaders européens du capital investissement avec des montants gérés de 8 milliards d'euros et des tickets d'entrée de plusieurs centaines de millions d'euros régulièrement par opération. La belle histoire, enfin belle, ce sont ceux qui vont nous le confirmer d'ici quelques minutes, elle dure depuis 6 ou 7 ans, je crois. C'est PAI Partners qui m'a dit mon petit doigt, l'a initié. Et elle n'est sans doute pas sans lien avec le développement international qui a marqué particulièrement l'histoire récente de Kiloutou et qui est encore, je crois, au cœur de son projet stratégique majeur du moment, une plateforme européenne de location de matériel. Mais je les laisse en parler maintenant. Merci Arnaud, bonjour à tous les deux. On va peut-être, si vous m'y autorisez, en fait, Nicolas, commencer avec Xavier, parce qu'on démarre toujours avec l'entrepreneur, Xavier Dubois. Rappelez-nous juste peut-être votre propre parcours dans cette belle entreprise en quelques mots. J'ai eu la chance de diriger cette entreprise depuis mars 2002, donc ça fait 15 ans maintenant, 15 ans durant lesquels l'entreprise a quasiment quadruplé
Moi, à la base, je suis un entrepreneur. Et même si je prenais la direction d'une entreprise qui ne m'appartenait pas, je l'ai toujours dirigée comme si c'était Mais vous en êtes aussi un peu devenu actionnaire, puisque c'est une entreprise qui privilégie beaucoup l'actionnariat de ses salariés quand même. Oui, l'entreprise le privilégie, offre à tous les salariés la possibilité d'être actionnaire, et notamment aux managers. Mais moi, de toute façon, j'aurais souhaité investir dans l'entreprise que je dirige. Vous n'auriez pas fait sans être actionnaire de l'entreprise dans laquelle vous dirigez. Si je ne l'aurais pas fait, mais en tout cas, c'est un atout énorme de pouvoir investir et de pouvoir peser sur les décisions et profiter aussi de la création de valeur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis votre arrivée en 2002 ? Quelles ont été les grandes étapes et surtout, qu'est-ce que vous avez envie de faire ensemble dans les années qui viennent ? Parce que c'est loin d'être fini l'histoire. Depuis 2002, et ça fait pas mal de temps, on a transformé l'entreprise en plusieurs étapes. Il y a eu une première étape de croissance très forte, purement organique, ouverture d'agence. Ça a duré jusque vers 2010, sachant que déjà en 2005, on a commencé un premier LBO avec un premier investisseur. À partir de 2010, on a eu une deuxième phase de croissance par croissance externe, en plus de la croissance organique. Donc on a vraiment accéléré. France ou Europe ? Essentiellement France au début. Oui. Et à partir de 2011, on a eu la chance d'avoir un nouvel investisseur et de partir sur une nouvelle phase de l'entreprise qui consistait à développer l'entreprise en France, mais déjà à mettre un premier pied à l'international. On avait convenu de faire un pays. En fait, on en a fait beaucoup plus, mais au départ, c'était prévu. Ça en fait combien aujourd'hui d'ailleurs ? Ça fait combien de pays ? On en a fait 4 au lieu d'un. 4 depuis, finalement 6, 7 ans, 8 ans. Ouais. Alors, comment s'est fait la rencontre avec PAI Partner, Nicolas Holzmann ? Vous savez, quand on investit dans le domaine des services en France, c'est difficile de rater Kiloutou. Ça se voit un peu. Oui, oui, dans ces services-là, oui. Kiloutou est une marque extrêmement reconnue. Il y a une marque culture formidable. Le nom est formidable. Il y a une culture d'entreprise très, très forte, effectivement, avec un actionnariat salarié qui est important, ce qui est particulièrement important dans le domaine des services. Il y a une équipe de direction de très grande qualité, et pas seulement son président. Il y a un métier qui est la location, qui est en croissance structurelle forte. Oui, on passe de la propriété à l'usage, et ça, c'est quand même une tendance de fond. Vous avez tout à fait raison. C'est un marché aussi qui est fragmenté, où on peut faire beaucoup d'acquisitions. Et puis au moment où on est rentré au capital de Kiloutou, c'était en 2011, la société n'opérait qu'en France. Et on a vu effectivement, comme l'a dit Xavier, la possibilité de développer en fait la société en dehors de France, et notamment grâce au réseau européen de PAI, qui, je le rappelle, en fait, opère dans les principaux pays d'Europe occidentale et même aux États-Unis depuis peu. Et vous confirmez que c'est bien vous qui êtes allé vers eux ? Parce que souvent, on accueille à ce micro des entrepreneurs qui cherchent effectivement des gens pour les accompagner dans un projet de croissance. Et là, ça a été une démarche proactive de votre part. Donc racontez-nous comment ça se fait. Oui, mais encore une fois, c'est difficile de pas être intéressé par Kiloutou. Ça, on peut vous comprendre. Sur le marché français. Alors nous, dans le passé, on avait regardé un certain nombre d'affaires de location en France, mais aussi à l'étranger, notamment en Espagne. Donc c'est un métier qu'on connaissait. Kiloutou nous apparaissait comme la société qui cochait à peu près toutes les cases et tous les bons critères d'investissement de PAI. Donc oui, assez simplement, j'ai pris mon téléphone pour rencontrer Xavier. La première fois qu'on s'est vu, on s'est parlé pendant 3 heures. On a du mal à se quitter. Puis en fait, ça fait 7 ans, on ne se quitte plus. Voilà. Mais en même temps, j'étais frappé quand j'ai vu dans une des fiches concernant PAI Partners que vos tickets d'entrée, c'est quand même très élevé. Entre 200 et 300 millions d'euros, je crois que c'est ça. Oui, alors on gère. Il n'y a pas tant de cibles que ça non plus, surtout quand on fait dans la partie retail, donc vous avez la responsabilité au sein de PAI Partners. Oui, alors PAI couvre en fait 5 secteurs d'activité. Il y a le retail, les services, la santé, l'industrie, l'agroalimentaire, donc on couvre quand même beaucoup de secteurs d'activité. Vous l'avez dit, on gère 8 milliards d'euros et effectivement, on investit systématiquement en majoritaire, c'est-à-dire qu'on prend le contrôle des entreprises dans lesquelles on investit et on essaie d'investir pour chaque ticket, pour chaque société, entre 150 millions et 200 millions d'euros. Alors, Xavier, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Puisqu'il reste peut-être encore d'autres pays à construire. Est-ce que dans tous les pays dans lesquels vous êtes installés, les 4 pays ou 5 pays que nous évoquions, vous l'avez fait par croissance organique, vous avez démarré from scratch ? Maintenant que le modèle commence à s'installer, quelle est la bonne stratégie ? Il reste énormément à faire. On est en France le numéro 2. On a commencé à l'international, mais en passant à l'international, on passe d'un marché qui faisait 4 milliards à un marché qui en fait 25. Donc il y a énormément de choses à faire. Et quand on est international, ce n'est pas forcément l'Europe uniquement ? Je parlais que de l'Europe, c'est déjà 25 milliards. Et effectivement, on ira à terme dans d'autres pays, dans d'autres régions que l'Europe. Mais déjà, si on prend les 5-6 ans qui vont venir, on va avant tout orienter vers l'Europe et consolider les positions qu'on a commencé à avoir déjà en Pologne. En Pologne, on est déjà numéro 2, mais on peut encore grandir. En Allemagne, on est tout petit dans un marché très fragmenté. On peut faire beaucoup d'acquisitions et créer un réseau présent dans tous les lenders allemands. En Espagne, c'est un marché en recovery qui est en train de repartir et sur lequel il va y avoir énormément de choses à faire. Vous êtes très lié à la construction, notamment, j'imagine, sur le marché. On a une petite dominante construction, mais on fait quand même un tiers du chiffre d'affaires en dehors du BTP. Donc, même s'il y a quand même une petite dominante construction.
Et cette fameuse plateforme européenne, alors, c'est le fait de mettre en place une infrastructure qui permettra ces différents développements nationaux, ou c'est un outil qui va aller un peu plus loin encore ? C'est un ensemble d'activités qui fonctionnent selon avec la même méthode. En fait, il existe une façon de faire de la location à la mode Kiloutou, qui est assez spécifique et qui est différente de ce que font... C'est vraiment une mise en commun, effectivement, de tout ce savoir-faire et d'un certain nombre d'outils. La location à la mode Kiloutou, c'est une grosse dominante en petit matériel, l'outillage. C'est une très grande variété de gamme à une très grande variété de clients. C'est la place de l'humain, la place de l'homme qui était essentielle parce que le client, il a un homme en face de lui. Et même avec le digital, on investit beaucoup sur le digital, même avec le digital, on aura besoin de proximité humaine. Et donc ça crée une relation avec le client que le client apprécie. Le client ne cherche pas juste une machine à un instant T pour un projet, il cherche la machine, les services, le conseil, les transports, les assurances, le nettoyage, tout un ensemble de services, y compris le choix de la machine, qui est extrêmement important. Et on a une telle passion du client chez nos équipiers, je ne parle pas de moi, ce qui compte, moi je ne suis rien dans l'entreprise, c'est les équipiers qui comptent. Et les équipiers ont une telle passion du client, une telle volonté de leur rendre service que le client le sent et il aime ça. Xavier, juste une chose, est-ce que Kiloutou, qui est une marque formidable en français, fonctionne-t-elle ailleurs ? Est-ce qu'on peut dire est-ce Kiloutou en Allemagne, ça nous parle, ou est-ce que vous avez gardé la marque ou pas d'ailleurs ? À terme, on ira sur la marque, mais on est allé en Allemagne par croissance externe. Vous avez gardé la marque de la boîte que vous aviez rachetée ? Qui est remarquable et pour le moment, on a gardé la marque de l'entreprise. Tu devrais donner le nom de Kiloutou en polonais. Oui, racontez-nous, c'est quoi le nom de Kiloutou en polonais ? Bon. Kiloutou est plus sympa. Alors, une dernière question, je crois que vous êtes un peu sur la fin de votre partenariat, ou pas ? Est-ce que je me trompe, Nicolas Holzmann ? Alors oui. Ça a toujours un terme, dans le private equity. En règle générale, on reste en moyenne, alors un peu plus que nos concurrents, on reste entre 5 et 6 ans en fait, au capital de société, parce qu'on a l'ambition de transformer les sociétés dans lesquelles on investit. Et avec Kiloutou, on a fait beaucoup de choses, puisque Kiloutou est devenu une plateforme de consolidation. La société faisait relativement peu d'acquisitions avant, parce que Xavier l'a dit, en fait, elle a appris à le faire à vos surtout côtés. de la croissance organique, par ouverture en fait, d'agences. Et depuis, la société a fait une vingtaine d'acquisitions en France. On est rentré dans 4 pays en Europe, donc l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la Pologne. Donc bon, oui, on est un peu maintenant à la fin de notre histoire, ça fait 6 ans, et c'est pas un secret, on a effectivement lancé le processus de cession et on regrettera fortement de ne plus être investi chez Kiloutou. La nouvelle aventure démarre bientôt, Xavier Dubois, avec d'autres partenaires. Oui, elle est prête, nous on sait exactement où on veut aller, on sait comment on va y aller, nos plans sont clairs, l'équipe j'ai la chance d'avoir une équipe formidable avec moi. Et donc, il n'y a plus qu'à, quoi. Il n'y a plus qu'à y aller. C'est du Xavier, Pio. Voilà. Il n'y a plus qu'à conquérir le reste du monde. Mesdames et messieurs, il s'agissait de Xavier Dubois, le président du directeur de Kiloutou, et Nicolas Holzmann, son partenaire investisseur, qui est également chez PI Partners. On se retrouve dans 30 secondes pour la suite. C'est la minute qui vous apprend le private equity français. À tout de suite. BFM Business, l'entreprise BFM. Le mode d'emploi. Chaque semaine dans le mode d'emploi, une question qu'on espère que les entrepreneurs se posent. Arnaud, cette semaine, on va tenter de demander à Delphine Bariani, avocate associée au cabinet STC Partners, de répondre à votre question. Alors notre experte, vous l'avez compris, c'est une femme du droit et avec elle on va revenir sur certains des points clés, des points toujours sensibles d'un point de vue juridique liés aux opérations de capital investissement, mais cette fois peut-être pas au moment du deal stricto sensu. On va se projeter vers la sortie de l'investisseur, on vient d'en parler, de ces problématiques toujours délicates. Comment est-ce qu'on peut bien anticiper les choses, Delphine, en ce qui concerne notamment le pacte d'actionnaires ? Alors, je parle sous le contrôle, donc la grande pression d'un couple entrepreneur-investisseur qui vient de... Et pas des moindres, Je pense paradoxalement, et on en a parlé, que la sortie se prépare bien en amont, elle se prépare dès l'entrée et dès la rédaction et la négociation de ce qu'on appelle le pacte d'associés. Parce qu'au-delà de la rédaction et de la mise en place d'une procédure de sortie sous l'angle très juridique, en réalité, ce que traduit cette procédure et ce pacte, c'est le projet d'entreprise et la façon dont on se rencontre et quels sont les objectifs poursuivis par l'entrepreneur d'un côté et l'investisseur de l'autre. La façon dont on construit cette sortie, la façon dont on rédige une procédure de sortie qui n'est qu'une ligne directrice, parce que souvent, ça ne se passe pas exactement comme on l'avait écrit, mais la façon dont on négocie, on pose les jalons
au démarrage de cette discussion, c'est vraiment le projet d'entreprise qui doit guider cette réflexion. Quel est le projet d'entreprise à court ou moyen long terme? Quelles sont les ambitions du chef d'entreprise, de ses équipes? Et ces questions qui sont essentielles vont permettre d'une part de choisir l'investisseur qui est le meilleur investisseur à un instant T de la vie de l'entreprise pour l'accompagner. Est-ce que c'est de la croissance externe? Est-ce que c'est de la croissance organique? Est-ce qu'on a besoin de 3 ans? Est-ce qu'on a besoin de plus? Donc à l'instant T, c'est important parce que les instants T peuvent varier assez largement en fonction de l'évolution du business. C'est au moment où cette rencontre se fait, pour moi, mais je pense que c'est vraiment un point essentiel à comprendre quand on commence à rédiger ce type de document. C'est au moment où la rencontre entre investisseurs et entreprises et entrepreneurs se fait qu'on va poser les jalons de cette sortie. Et au-delà, vous évoquez le fait, la nécessité de l'anticiper, mais il y a peut-être un point clé plus particulièrement, ou peut-être des pièges dans lesquels on voit les ces erreurs binômes les plus tomber classiques, régulièrement. Alors, les pièges dans lesquels ne pas tomber. De toute façon, je vois que Nicolas sourit, donc lui, il doit lui rappeler quelques souvenirs. Il doit tous les connaître, à mon avis. Non, mais je ne sais pas s'il y a des pièges, parce que c'est vraiment en fonction de chaque opération qu'on se pose un certain nombre de questions. Alors, les questions, c'est à peu près toujours les mêmes. On y répond juste pas du tout de la même façon en fonction de l'entreprise et de son dirigeant. Mais les questions, c'est quand, et ça dépend beaucoup du projet d'entreprise d'une part, mais aussi de la façon dont est structuré l'investisseur, selon la nature juridique de l'investisseur et selon son mode de fonctionnement. Est-ce qu'il est majoritaire, minoritaire? Est-ce qu'il a lui-même besoin de matérialiser une sortie à un instant T? En fonction de tous ces éléments-là, on n'a pas le même horizon de sortie. Donc la question de la durée de l'investissement est une question importante. Après, on a aussi la question de comment on organise cette sortie. Est-ce que, et ça dépend beaucoup aussi de la maturité de l'entreprise, est-ce qu'on organise une sortie uniquement de l'investisseur ou est-ce qu'on envisage une sortie plus globale? Est-ce qu'on est à un stade de maturité de l'opération qui ira plus naturellement vers l'entrée d'un nouvel investisseur pour accompagner l'entreprise dans une seconde phase de développement? Ou est-ce qu'on veut à un moment donné se rapprocher d'un autre partenaire industriel qui n'aura évidemment pas les mêmes ambitions et les mêmes horizons? Est-ce qu'il est écrit dans le marbre dès le début et jusqu'à la fin, un pacte d'associés, ou est-ce qu'il arrive qu'on le change en cours de route? Non, il arrive qu'on le change. Alors, il arrive qu'on le change par la pratique. Il est relativement fréquent de ne pas suivre à la lettre la procédure de sortie telle qu'on l'a rédigée, parce qu'il peut y avoir une opportunité de sortie avant la fin de l'horizon de l'investissement initialement fixé. Il peut y avoir un moment où on se dit que ça vaut peut-être le coup de continuer encore un peu ensemble parce qu'on n'est pas allé au bout du projet d'entreprise qu'on a construit. Le pacte et la procédure qu'on a fixée dans le pacte, pour moi, c'est une ligne directrice qui permet, soit parce qu'on n'a pas trouvé d'autres solutions, parce qu'on n'a pas rencontré une autre solution en amont, soit parce qu'on n'est pas forcément en phase tout le temps sur la sortie. C'est une ligne directrice. Merci beaucoup Delphine Bariani. Je rappelle que vous êtes avocate associée au cabinet STC Partners. Merci pour cette minute mode d'emploi. C'est la fin de cette émission. On se retrouve bien sûr le week-end prochain pour une nouvelle édition de l'entreprise BFM, dont vous savez que vous pouvez à tout moment la réécouter sur le site bfmbusiness.fr. Bonne fin de week-end à tous. Ciao. BFM Business, l'entreprise BFM. L'émission qui donne envie d'entreprendre.